passe à la troisième partie de notre journée. On a fait comprendre, on a fait s'adapter. On va maintenant réfléchir à préserver. Et pour savoir quoi préserver, on va se demander quels moyens au cœur des territoires pour maintenir l'équilibre entre préservation des écosystèmes naturels et habitabilité des zones de montagne. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Roseren, député du Mont-Blanc, vice-président de l'ANEM. Bonjour monsieur le député. Emmanuel Michaud, président d'Aster, et Thibault Libengut qui est déjà là. Thibault, installez-vous. Et monsieur le maire, vous êtes toujours là. Merci messieurs d'être avec nous cet après-midi. Je laisse monsieur le maire et monsieur le député finir de débriefer, parce qu'après je vais poser une question à monsieur le député. Monsieur le député, on vous a confié une mission pour réfléchir aux transitions en zone de montagne. Au travers de cette mission, vous rencontrez l'ensemble des parties prenantes, ONG, monde économique, élus. Sans tout nous dévoiler, parce que j'imagine que la primeur ira au gouvernement, quand on réfléchit aux grands enjeux de préservation des écosystèmes et en même temps à cette nécessaire réflexion sur l'habitabilité des zones de montagne, c'est-à-dire comment on va y vivre demain, est-ce qu'il y aura plus de monde, moins de monde, quel sera le modèle économique, est-ce que vous auriez la gentillesse en quelques minutes de nous brosser le portrait des principaux enseignements de vos travaux ? Alors merci beaucoup. C'est une mission d'information proposée par l'Assemblée nationale qui couvre l'adaptation des stations économiques des stations de montagne avec le réchauffement climatique. Donc on a une quarantaine d'auditions avec, je fais ça en co-rapporteur avec un de mes collègues des Pyrénées qui est Denis Feignet, et on a 12 parlementaires qui font partie de cette mission. Alors je ne peux pas déontologiquement vous dévoiler, mais on a commencé les auditions, c'est très intéressant. On a eu des scientifiques, on a eu des chercheurs, on a eu toutes les associations autour des élus, de l'environnement, et on continue l'ensemble des auditions. Je sais qu'on écoutera les guides dans pas longtemps, la semaine prochaine. Et donc, sans livrer la totalité des conclusions, il y a plusieurs sujets qui retournent. La première, c'est forcément le logement, mais on en a beaucoup parlé, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse, si on veut réussir la transition, que les gens puissent continuer à habiter dans nos stations. Donc le logement permanent, avec ici une loi qu'on a votée en novembre 2024, dont les élus se sont emparés. Et là, j'en profite pour féliciter les élus de Vallée de Chamonix, mais également Annecy, qui ont été vraiment très moteurs sur le sujet. Le sujet qui revient à chaque fois, c'est le sujet de ce matin, qui était l'eau, le partage de l'eau, et tout ce qui tourne autour de l'eau, parce que ces ressources, elles seront nécessaires pour la transition. Et puis, un point aussi abordé ce matin, comme quoi il n'y a pas de secret, c'est la gouvernance. En fait, on doit construire une gouvernance, une vision partagée à une échelle un peu plus grande. On ne peut pas aujourd'hui, dans une station de ski, prendre notre délégation de service public, par exemple, si on a une remontée mécanique, elle fonctionne en délégation de service public, et regarder ce que fait la remontée mécanique. Mais c'est vraiment l'ensemble des acteurs, les professionnels, les associations, les élus, qui doivent trouver une nouvelle gouvernance pour réussir cette transition. Bien sûr, le sujet de la rénovation énergétique est apparu très très souvent dans cette transition, parce qu'on a des bâtiments dans les stations qui datent des années à peu près, dans les années 60-70, on a 50% de ce qu'on aime appeler passoire thermique, donc il y aura une vraie question sur la rénovation énergétique. Éric Fournier le disait ce matin, la décarbonation de nos stations passera par la mobilité. Ce qui revient tout le temps, c'est la mobilité douce. Nous, on a des bons exemples ici où on a, je fais une petite parenthèse, mais on a une rénovation de la ligne Le Fayet-La-Roche qui est annoncée depuis l'avenue du Président de la République en 2020. Bon, les financements ont fini par être trouvés, etc. Mais en fait, il faut maintenant que ça avance, parce que lorsqu'on avait le train de nuit qui a été supprimé en 2016, on avait des gens qui faisaient Paris, les Savoies en train de nuit. Et donc ça fait partie de la décarbonation. Donc il faut vraiment accélérer. Donc voilà,
en quelques mots l'essence de ce qui est en train de ressortir, et en particulier très très fort la partie gouvernance. Monsieur le maire, sur les moyens que vous mettez en place, vous, au cœur de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, avec vos collègues maires de la vallée, il y a déjà du travail qui a été initié sur pas mal d'aspects, mobilité, logement, dont monsieur le député parlait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que fait cette vallée au quotidien pour essayer de régler ces sujets ? Si effectivement la question c'est la préservation, la mise en perspective entre écosystème naturel et habitabilité, d'abord la première chose c'est d'objectiver les données de fréquentation. Parce qu'on a raconté sur la montagne beaucoup de choses et pas que des choses vraies. Et la montagne, ce n'est pas homogène en termes de fréquentation selon ses étages. La haute montagne, notamment, la moyenne montagne, le secteur plutôt alpage-lac, ou les fonds de vallée, ne connaissent pas les mêmes situations. Donc première chose, c'est objectiver et se mettre tous ensemble pour objectiver ces situations. C'est ce qu'on fait avec Aster sur les espaces naturels, hein. C'est ce qu'on fait avec les collègues en transfrontalier, parce qu'on quand on travaille sur le massif du Mont-Blanc, on ne peut pas travailler seul dans son coin, il faut que ça soit aussi en association avec les communes voisines, pour déterminer la réalité. Et puis ensuite, effectivement, on adapte, parce qu'on est dans des situations qui sont assez paradoxales. Alors même qu'il y a certains sites de montagne qui vont connaître, parce qu'ils n'auront plus de neige dans les prochaines années, des décroissances assez fulgurantes et les problèmes de reconversion vont être très très rapides. Il y a un certain nombre de sites, dont la vallée de Chamonix fait partie, dans lesquels nous allons avoir, au moins pendant les 2 prochaines décennies, un niveau d'enneigement, même s'il ne sera pas fabuleux, qui garantira un certain nombre d'attractivité. Et même cette attractivité, elle va être sans doute supérieure à celle qu'on connaît. Donc la difficulté qu'on va avoir, paradoxalement, c'est à gérer dans une période qui est une période plutôt de glissade climatique, hein, une croissance de la pression. Et donc il faut qu'on trouve des solutions, mais pour les solutions, il faut trouver des solutions à partir de, là aussi, de la réalité, des données objectives, et pas de la capacité à faire un 20 heures pour faire du buzz. Et la réalité, elle est un peu différente de celle qui est souvent citée. C'est que on a, typiquement dans la vallée de Chamonix, on le sait bien, parce qu'on a un observatoire maintenant qui est quand même bien dimensionné et qui est assez précis, on a à peu près la même activité économique qu'on avait il y a 15 ans sur le plan interne, parce qu'on n'a pas créé des lits, et parce qu'on n'a pas créé des remontées mécaniques, on n'a pas créé de l'infra. Donc, d'où vient l'augmentation ? Elle vient effectivement, de cette pression externe, ce qu'on appelle les excursionnistes. Et donc, tout notre travail, aux différents niveaux d'altitude, pas pour la haute montagne, c'est un peu différent. La haute montagne réagit à d'autres, c'est plutôt là l'impact changement climatique qui l'a beaucoup fait bouger, parce que les moraines, les accès, les montées en refuge sont plus difficiles. Et là, on a plutôt, contrairement à l'idée reçue, une perte de fréquentation, notamment des aspects altitudinaux très haut, c'est-à-dire 3000, 4000 mètres. Pour le reste, effectivement, il faut avoir les bonnes données et ensuite adapter. Et on travaille ensemble, et ça je pense qu'Emmanuel en dira quelques mots, sur est-ce qu'il nous faut garder, on va dire, la tradition partagée de dire sur l'espace naturel, il y a des points de fixation et des zones de tranquillité, ou est-ce qu'il faut inventer d'autres trucs ? Dans une zone qui est très étendue comme celle qu'on a dans la vallée de Chamonix, on ne peut pas faire comme dans les calanques en disant tiens, tu as un quota et puis tu as une porte d'entrée, etc. On a une zone qui est super étendue. Les portes d'entrée, en été, en hiver c'est un peu plus compliqué, mais en été, elles sont, il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Donc il faut qu'on travaille différemment. Alors, moi je crois beaucoup, peut-être suis-je un vieux naïf, vieux c'est sûr, naïf je ne sais pas encore, mais je crois beaucoup encore aux vertus de la pédagogie, de l'information et du travail qu'on peut faire en commun, parce que nos administrés en général, et on en a déjà un peu parlé ce matin, quand on leur explique les choses, quand on les met dans le mouvement de ce qui est positif pour le territoire, ils l'acceptent. En clair, si on fait une pédagogie environnementale poussée en disant tiens, voilà, j'explique pourquoi dans la réserve naturelle, je ne me promène pas avec mon drone, je ne me promène pas avec mon enceinte Hi-Fi sur l'épaule, ou je ne fais pas tel ou tel type de choses, généralement, ils sont très, très contents qu'on leur explique. Donc d'abord, privilégions cela. Puis ensuite, effectivement, on a sans doute quelques mesures de régulation complémentaires à trouver, soit sur des sites naturels, soit, moi ce qui me préoccupe davantage, c'est le fond de vallée, parce que 95% des gens, ils ne montent pas, ils font 5 minutes à côté de leur voiture. Donc après, comment est-ce qu'on critirise, est-ce qu'on quantifie, là aussi, nos capacités ? Ce n'est pas un gros mot. Moi, je suis assez... nous sommes, parce que j'ai plusieurs élus, Hervé, il y a plusieurs élus qui sont dans la salle, qui m'accompagnent, on est assez fiers de dire on n'a pas augmenté les capacités, et au contraire, on est en train d'essayer de les requalifier.
et de les requalifier ça veut dire que du camping, ça ne veut pas dire monter en gamme, hein, ça veut dire qu'à partir à tous les niveaux, on est plus sur faire mieux et faire différemment que faire plus. Donc c'est ça un peu le sujet. Après, on compte beaucoup sur les experts, les scientifiques. Je parlais d'Aster parce qu'effectivement, ils sont un petit peu en tête de gondole sur le sujet, sur les espaces naturels, avec la DDT, avec l'ensemble des partenaires pour nous aider sur les aspects. Y a-t-il un impact réel sur faune et flore? Et puis, j'en termine par là. Un point très très important, c'est tout l'événementiel. L'événementiel, je sais que ça peut poser question. Est-ce qu'un événement est acceptable? En fait, quand on pose l'événement, c'est est-ce que le tourisme continue à l'être durablement? C'est ce que je commençais à évoquer ce matin. Et donc, le côté un peu plus encore percutant, c'est l'événementiel. Et donc, moi, je suis très heureux d'avoir dans cette vallée des gens qui réfléchissent à ces sujets-là, des organisateurs d'événements, des gens qui, comme Anne-Cécile, évaluent la réalité de l'impact sur ces sujets-là. Quand j'entends par exemple sur le cross et marathon du Mont Blanc, je ne sais plus à combien maintenant on est, à 40% ou à 50% de gens qui ont des dossards, que parce qu'ils viennent, 40, hein, ouais, que parce qu'ils viennent avec un billet de train, ça c'est une manière aussi de concilier et de dire on ne va pas tout jeter. Par contre, comment est-ce qu'on requalifie? Voilà un peu l'état de nos réflexions sur ces sujets. Merci Emmanuel Michaud. On ne pouvait pas ne pas vous donner la parole après les appels du pied de Monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour les gens qui ne viendraient pas de la vallée ce qu'est Aster et ce que vous y faites au quotidien? Aster, c'est une cinquantaine d'employés, c'est une association qui gère en fait des aspects de connaissance, des aspects de protection, des aspects de gestion, puisqu'on est gestionnaire des 9 réserves naturelles de Haute-Savoie, et c'est une spécificité un peu de ce département, et on en remercie l'État. Et puis des aspects de sensibilisation. Voilà. Donc on est amené sur ces espaces à expérimenter aussi un certain nombre de solutions, à travailler avec les élus, en particulier sur les problématiques de fréquentation, sur est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas finalement gager un peu, limiter les aspects de bivouac, les aspects de fréquentation, comment on le gère. Et surtout, pour nous, ce qui est important aussi, je veux dire, c'est de se dire qu'on ne réussira véritablement la transition écologique que si on prend en compte cet aspect de biodiversité, la qualité de la biodiversité et de sa fonctionnalité. Voilà. Et c'est en cela qu'on essaye d'appuyer les collectivités dans leur réflexion en la matière. Très concrètement, avec la vallée, vous avez mis quoi en place comme action? Est-ce que vous avez des points de fixation que vous essayez de réguler? Est-ce que vous arrivez à mieux savoir combien de gens passent par les espaces naturels? Comment ça se passe dans la vraie vie? Eh bien, les réserves naturelles de Haute-Savoie, ça représente 900 000 passages par an, à peu près 220 km de sentiers. Et donc, on a des systèmes d'éco-compteurs pour voir ça, mais ça n'empêche que nous, on a besoin d'études qualitatives aussi, c'est des gens qui fréquentent. Et donc, c'est en cela qu'on peut apporter aussi un certain nombre de choses. Derrière, on peut être amené, par des aspects de réglementation, à dire, par exemple, sur le lac Blanc, on a été amené, en effet, à contingenter le bivouac, parce qu'on avait une énorme augmentation du bivouac, et à obliger les gens à s'inscrire. Voilà, et avec un contingent déterminé. De même, l'interdiction de la baignade dans les lacs d'altitude, parce que ça a des conséquences au niveau des écosystèmes des lacs qui ne sont pas indifférenciés. Mais ça, on peut le faire véritablement qu'en collaboration complète avec les collectivités et bien sûr avec l'État, puisque c'est lui qui nous confie les réserves naturelles. En préparant cette table ronde, vous me donniez un exemple qui est plutôt sur le monde de la mer, d'une gestion de fréquentation extrêmement forte à la Pointe du Raz. Vous avez accompagné ce projet. Vous pouvez nous parler de l'avant-après, dans la manière dont vous l'avez structuré en tant que grand site de France, et finalement comment, même en accueillant plus de personnes, on est arrivé à mieux protéger la biodiversité, si j'ai bien compris ce qu'on s'est raconté? Moi, j'ai travaillé quelques années au Conservatoire du Littoral et véritablement, on est complètement confronté à ces problèmes de fréquentation, de gestion du public, comment les orienter.
Sur la Pointe du Raz, 1 million de visiteurs sur 180 hectares, 1 million de visiteurs qui se promenaient partout et avec un désert de végétation. Le fait d'avoir redimensionné les sentiers, de les travailler sur le plan des revêtements de sol, en fonction du revêtement de sol, vous n'avez pas les mêmes personnes qui passent. Il y a des endroits où il faut pouvoir que des gens puissent aller avec une poussette ou puissent aller pour des fauteuils handicapés, c'est pas besoin partout. Je veux dire, le fait de travailler les revêtements de sol, de travailler la largeur des sentiers, de travailler le balisage, de choisir de ne pas envoyer des gens sur certains sites, sur certaines parties qui sont plus sensibles, est extrêmement important. Mais ça nécessite une analyse du comportement préalable du public. Je vous donne un petit exemple. Il y a une statue des trépassés à la Pointe du Raz. Eh bien, on n'avait pas pensé que les gens, n'importe comment, voulaient se photographier devant cette statue. Et on a été amené à reprendre les sentiers pour faire ça. De même, il faut pouvoir travailler sur là où les gens se sentent bien par rapport au vent, par rapport à la vue, etc. Et ça, c'est toute une stratégie d'orientation de la fréquentation qui n'est pas négligeable. De même, je veux dire, la taille des parkings, les aspects de mobilité ne sont pas indifférents en matière de gestion de la fréquentation. Et je pense que l'expérience des grands sites, l'expérience des espaces protégés en la matière peut apporter énormément. Merci pour cet éclairage. Thibaut, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ce qu'est ERCOP et le collectif Les Passeurs pour ceux qui ne seraient pas dans la salle? Oui, merci de m'avoir invité sur cette table ronde. Alors moi je m'appelle donc Thibaut, je travaille dans une agence qui s'appelle ERCOP. On fait du conseil en transition pour les organisations, pour les territoires. On travaille notamment pour la Compagnie du Mont Blanc. Ici on a accompagné sur la démarche de raison d'être de la Compagnie du Mont Blanc. On travaille sur des sujets, Romain Millet était tout à l'heure là sur scène, on les accompagne depuis 2013 sur leur stratégie RSE et toute leur politique d'engagement. Et on travaille sur des sujets du marathon du Mont Blanc, notamment on les accompagne aussi depuis 3 ans, le marathon, sur leur engagement, et notamment jusqu'à ces 40% de dossards qui ont été mis en place pour ceux qui prenaient le train. Ne racontez pas tout sur le marathon du Mont Blanc. Fred Comte est à la table ronde d'après, s'il vous plaît. Je ne dirai pas plus. Merci. En tout cas, c'est plein de sujets qui, dans le monde de la montagne, nous concernent, que ce soit des territoires ou des entreprises, on travaille vraiment là-dessus. Et après, donc, moi, de fil en aiguille, j'ai été contacté et j'ai intégré le collectif des Passeurs, donc, qui a été fondé par Laureline, qui est dans la salle et qui sera sur scène aussi tout à l'heure, pour réimaginer finalement l'avenir de la montagne et essayer d'explorer en fait ces nouveaux imaginaires par un média, on va dire un média, parce qu'au départ c'était un magazine que j'ai pris là, ça c'est le premier magazine qu'on voit là, qui était un vrai objet qu'on pouvait trouver en librairie. Et il y a eu 2 exemplaires comme celui-ci, et on a déroulé ça maintenant sur des newsletters qu'on arrive à envoyer comme ça de manière assez régulière, tous les mois ou tous les 2 mois, pour envoyer de la veille, essayer d'aller explorer les signaux faibles qu'on peut percevoir dans nos territoires montagnards et qui peuvent nous laisser espérer ou nous laisser voir l'avenir de la montagne. Donc on fait ça, et on est une petite dizaine, on travaille de concert, et on a même organisé un événement en début d'année dans le Vercors pour essayer d'aller explorer un peu plus profondément ces sujets. Vous le dites un peu fort et un peu vite, mais je vais reprendre vos mots. On parle beaucoup de futur désirable. On sait que la transition, elle ne sera peut-être pas toujours aussi désirable que prévu. C'est quoi votre raison d'être aux Passeurs? Notre raison d'être, alors on rigole un peu parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un peu fuck les futurs désirables. Parce qu'effectivement, dans ce qu'on entend souvent dans ces futurs souhaitables, futurs désirables, c'est que c'est toujours un petit peu bisounours, quoi. On a l'impression qu'on se dit, bah oui, on va imaginer un super futur, on va tous être heureux. Évidemment, on a tous envie d'être heureux, hein, mais par contre, clairement, on l'a vu ce matin, les conditions ne sont pas vraiment là. Donc, les pénuries d'eau, les catastrophes naturelles vont être de plus en plus nombreuses. Donc, il va falloir jouer avec ça, quoi. Donc on va essayer d'être heureux, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, mais par contre le futur il ne sera pas forcément très désirable, on va essayer de rendre plutôt les solutions désirables. Et le fait de pouvoir y vivre, on va devoir vivre avec nos conditions, mais on va rendre les solutions pour y vivre plus désirables. Donc on explore ça. D'ailleurs, depuis ce matin, on se disait qu'on avait beaucoup parlé environnement, essayer de régler un problème majeur qui est le dépassement des limites planétaires. Vous avez une théorie, qui me semble avoir pas été beaucoup abordée, c'est la théorie du donut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Ouais, alors c'est pas ma théorie, c'est la théorie de Kate Raworth qui a développé ça il y a des années sur ce sujet-là. En fait, l'idée, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, c'est comme un donut, c'est-à-dire que là, on se sent bien, c'est que sur le topping, là où c'est bien gourmand, donc en fait, la planète, c'est un petit peu pareil. Quand on est sur cette partie du donut qui est confort, on peut vivre tranquillement tant qu'on respecte les limites planétaires qui sont à l'extérieur du donut et le plancher social qui est au milieu. Donc on a largement abordé les limites planétaires ce matin avec le glacier, les ressources en eau. On a moins parlé de la biodiversité et je trouve ça vraiment important qu'on le redise encore aujourd'hui, mais le vivant est quand même un des énormes piliers du donut. Et on a moins abordé le plancher social qui en montagne nous concerne beaucoup et je voulais faire un petit focus sur ce que fait Grenoble aussi avec le donut. La ville de Grenoble travaille beaucoup sur l'application du donut sur la commune et sur la ville et sur les montagnes, enfin en tout cas sur les espaces autour. Et en fait elle met en avant voilà, quels sont les petits aspects de ce plancher social en montagne et notamment l'accessibilité à la montagne, les conflits d'usage qu'on peut retrouver à la montagne, notamment avec l'eau, mais il y en a plein d'autres, entre les agriculteurs, les pratiquants, etc. On parle de l'accès au foncier aussi, comment on peut se loger. À Chamonix, je pense que c'est un vrai sujet pour les gens qui travaillent et qui habitent ici d'origine. L'accès à la fraîcheur, demain la montagne c'est une valeur refuge, donc aujourd'hui voilà comment on peut accueillir les gens qui voudront venir ici pour prendre le frais. Donc voilà, tous ces sujets un petit peu sociaux qu'on a moins abordés aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont aussi très importants. En tout cas, nous, on essaye d'aller les explorer dans les différents médias et nos différents travaux pour aller extraire un petit peu cette essence et ces petits signaux faibles et se dire attention, n'oublions pas ça et essayons d'aller les développer pour y penser dans les politiques futures et après les rendre concrètes en les appliquant avec les élus ou les territoires. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout le fruit de ce travail que vous avez fait dans le Vercors, l'ensemble de cette intelligence collective que vous avez créée, si on va aller chercher sur Internet ou sur les réseaux? Alors il y a un site, effectivement, lespasseurs.com, si je ne dis pas de bêtises, peut-être pas. J'ai pas le site, tapez lemag.com sur Internet. Vous y trouverez à petit peu près toutes nos newsletters qu'on a sorties depuis maintenant. Vous pouvez commander le numéro 2 du magazine. Et surtout, donc, ce qu'on a fait dans le Vercors, c'est intéressant de s'y attarder un petit peu. On a rassemblé une centaine de personnes du monde de la montagne qui venaient de partout. Il y en avait de Chamonix, il y en avait de la Maurienne, de la Tarentaise, d'Annecy, de Grenoble. Et en fait, on a rassemblé tout le monde pour réfléchir sur 3 thématiques qui étaient d'abord les lois de la nature. Voilà, comment demain on peut donner un peu plus d'importance à la nature. Ça se fait en Nouvelle-Zélande en donnant des droits à la montagne ou à des rivières. Sur les nouvelles gouvernances locales. Comment on pouvait réimaginer les gouvernances locales dans les territoires de montagne. Et la dernière, c'était habiter et partager la montagne. Donc je crois qu'on est sur la thématique à peu près à la table ronde aujourd'hui. Et c'est sur ce dernier sujet-là, notamment, qu'on pourrait aussi se poser la question de comment on fait pour continuer à grandir, à accueillir du monde dans nos territoires de montagne, dans un environnement qui est plutôt fini, fermé. Aujourd'hui, comme dans la vallée ici, dans la vallée de la Tarentaise ou de la Maurienne, on voit qu'on est quand même largement limité par les terrains autour de nous. Donc comment on fait pour accueillir plus de monde si demain les gens viennent se réfugier dans la montagne? Et en fait, dans tous ces sujets-là, nous on a fait plancher les 100 personnes sur, imaginez-nous, on va vous donner quelques petits tips, quelques petites infos de choses qu'on a imaginées, des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui pourraient arriver, pénurie de pétrole, effondrement dans une vallée qui coupe l'accès à la vallée, on l'a vu en Tarentaise cet hiver, c'est arrivé. Et essayer d'imaginer l'avenir après à partir de ça. Et donc ils ont créé, ils ont cogité, et à la fin on en a sorti une petite gazette qui doit être disponible aussi sur notre site. Donc on a une petite 3-4 pages. On va refaire probablement un deuxième événement comme ça dans les Alpes du Sud, sur un autre territoire, et à la fin on aimerait essayer de compiler tous ces résultats pour les rendre plus concrets, un peu moins foufou, parce qu'il faut avouer que dans les créations qu'on peut faire ressortir de ça, il y a des fois des choses un peu barrées, il faut le dire. Il y a des gens, on appelle à la nature, le maire est devenu une marmotte, des choses comme ça, donc on part très loin des fois. Et après on essaie de recentrer tout ça pour revenir à la réalité, de voir qu'est-ce qu'on peut piocher dans ces créations-là, qui peut nous inspirer réellement sur le territoire, dans les entreprises, et pour avancer sur cette transition. Merci, c'est l'occasion de dire que ces événements ont aussi été mis en vidéo par Mountain Changemakers et vous pouvez retrouver quelques éléments très concrets grâce aux partenaires médias de la journée. Emmanuel Michaud, on parlait de l'apport de la nature, il y a la préservation de la biodiversité, il y a aussi quelque chose qui est important et on en parlait, c'est cette capacité de la nature à apporter des solutions fondées sur la nature. Vous croyez beaucoup aussi au rôle de sentinelle de ces espaces naturels pour inventer les solutions de demain ? Oui, alors je dirais que c'est un des premiers rôles des espaces protégés aussi, c'est d'avoir ce rôle de sentinelle, d'être des observatoires qui permettent aussi de créer des territoires de référence. Mais en effet, je pense que quand on réfléchit
restauration, quand on réfléchit la préservation de l'environnement, il faut qu'on réfléchisse aussi solutions fondées sur la nature. Très souvent, la nature nous offre des solutions qui peuvent répondre à nos problèmes. Et je pense qu'il y a une deuxième chose sur laquelle il faut réfléchir, on en parlait ce matin, c'est les bénéfices associés. Chaque fois qu'on fait une action, réfléchir quels sont les bénéfices associés, que ce soit pour la population, que ce soit pour l'environnement. Et je pense que c'est un des facteurs, cette réflexion sur les bénéfices associés, de l'acceptation locale. Voilà. Et on a véritablement intérêt à travailler sur ces aspects-là. Par ailleurs, en matière de biodiversité, ce à quoi il faut faire véritablement attention, outre, je dirais, la diversité de la biodiversité elle-même, c'est véritablement sur sa fonctionnalité. Et là, on est sur des territoires sur lesquels la problématique des corridors écologiques, la problématique aussi de la qualité de la matrice générale sur laquelle on travaille est extrêmement importante. Quand vous voulez dire matrice générale, c'est-à-dire que vous ne pensez pas seulement aux espaces naturels, c'est ça? Voilà, on ne gagnera la bataille de la biodiversité, on ne la gagnera pas que sur les espèces protégées, les espaces protégés. D'abord, il faut que ces espaces protégés se connectent, donc ça veut dire qu'il faut une certaine connexion de l'ensemble, mais en même temps, on a une matrice générale du paysage sur lequel il faut qu'on conserve, il faut qu'on arrive à conserver sa fonctionnalité et sa diversité. Ça veut dire, en effet, conserver des réseaux d'arbres, des réseaux de zones humides. Ça veut dire que quand on travaille en trame urbaine sur des îlots de fraîcheur, eh bien, on réfléchit aussi la fonctionnalité de ces îlots de fraîcheur en matière de connectivité. Voilà. Je crois que véritablement, cet aspect de connectivité, c'est celui qui permettra de garder la biodiversité, sa survie. Vous vouliez réagir, Thibaut? Oui, je voulais juste réagir sur les solutions fondées sur la nature. Il y a Baptiste Morisot qui fait un travail énorme en ce moment avec les castors pour la libération justement des rivières et de les laisser en libre évolution. Et je pense que c'est quelque chose à aller voir. Il y a plusieurs documentaires qui sont sortis récemment. Il y a un livre également sur les solutions fondées sur la nature et cet exemple des castors et qui est vraiment édifiant. Monsieur le député, pour suivre un peu l'actualité politique nationale, je vois que sur les enjeux budgétaires, on n'est pas à un investissement accru au service des transitions parce que le contexte national est compliqué. La capacité de l'État à investir sur ces sujets de financement est de plus en plus difficile. Et quand on se pose la question des moyens au cœur des territoires, se pose aussi la question du financement. Comment on arrive aujourd'hui à continuer à garder espoir alors qu'on sait que ça va coûter de plus en plus cher d'investir et que l'État met pas toujours de plus en plus de moyens parce qu'il cherche encore 40 milliards d'économies pour le prochain projet de loi de finances? Alors, merci vraiment pour la question, mais vous savez... C'était cadeau celle-là. Ouais. Non, mais c'est très important parce qu'on sait qu'on a des finances qui vont être contraintes, on sait que le gouvernement est en train de préparer quelque chose et chercher 40 milliards, mais dans tous les cas, on a aujourd'hui plus de 3300 milliards de dettes et il va falloir commencer à rembourser parce que quand on emprunte maintenant au niveau de l'ARS, on ne pensait pas qu'il y a quelques années ça serait possible. Donc oui, dans tous les cas, il faut réduire cette dette. Mais il ne faut pas réduire cette dette en disant on prend un petit peu à tout le monde et on ne fait que des malheureux. Il faut à un moment avoir un peu de courage politique, de regarder ce qui marche, regarder ce qui ne marche pas et puis prioriser les choses. J'ai vu qu'il y a eu un flottement sur MaPrimeRénov' qui était quand même, malgré effectivement des problèmes de fraude massive, parce que c'est une spécialité française dès qu'il y a quelque chose d'aller chercher de la fraude. Mais en fait, typiquement, voilà avec l'ADEME des choses qu'on ne peut pas arrêter. On est sur du temps long. On avait lancé avec les élus locaux et hier on a fêté les 10 ans d'Innoval. Je sais qu'ils sont dans la pièce et du coup je les salue. Eux ils feront un travail à long terme parce que quand on doit rénover quelque chose c'est à long terme, donc il faut mettre des priorités. J'espère que le budget 2026, qui sera très douloureux, ne sera pas sur on enlève un peu à tout le monde et on n'a pas les priorités. Mais c'est sûr que si on veut réussir la transition à tous les niveaux, il faudra mettre des moyens. Les collectivités, et en plus les collectivités de montagne qui sont exemplaires et qui ont des potentiels fiscaux, alors je ne veux pas perdre tout le monde, mais assez importantes,
depuis 2012, sont, avec le FPIC et maintenant avec le nouveau système d'Illigo, sont de plus en plus mis à contribution. Ça veut dire que ce sont les bons élèves qui commencent à payer pour les autres. Donc on commence à avoir des vraies difficultés financières. Donc il faudra quand même mettre des priorités. Et il y a des fois où, des endroits où il ne faut pas de l'argent, mais il faut simplement de la loi ou des décrets qui facilitent, et laisser faire les élus locaux sur ce qu'ils savent faire. L'exemple qu'on a tout récemment, on a voté sur le logement, une loi qui permet aux élus locaux, pour le logement permanent, d'avoir un certain nombre d'outils. Après, vous avez, comme Chamonix qui s'en a emparé de suite, des servitudes de résidence principale où on a décidé, le maire de Chamonix avec l'ensemble des élus, le maire de Chamonix a choisi avec ses élus, de dire, eh ben, en fait, moi, toute nouvelle construction à tel endroit sera que de la résidence principale. C'est un outil qu'on avait mis à disposition, les maires les prennent pas, et à Chamonix, ça a été fait. La régulation des meublés de tourisme aussi, ça a été fait. Donc il faut qu'on donne des nouveaux outils comme ça aux maires. Et c'est pour ça que le rapport qu'on va faire avec mes collègues parlementaires, et j'en profite pour saluer Virginie Bimeler qui est là, et puis j'avais oublié ma suppléante aussi, Sophie Kurdi, qui est élue à Mieuxy. Nous, on veut faire de cette mission parlementaire des outils concrets pour les maires, qu'on pourra passer dans une proposition de loi transpartisane pour que les élus qui ont envie de faire avancer les choses puissent s'en emparer. Voilà. Et souvent, ça ne demande pas de l'argent, mais en fait, il faut qu'on facilite les choses. Bon, je suis quand même un peu inquiet pour le budget 2026. Qui ne le serait pas? Sur cet enjeu de moyens au cœur des territoires, monsieur le maire, vous avez déjà présenté quelques initiatives, mais si vous réfléchissez à Chamonix en 2030, on fait un peu de prospective maintenant, ce serait quoi un futur désirable qui finalement préserve d'un côté les écosystèmes naturels et de l'autre permettre à ses habitants de mieux y vivre? Vous voyez quoi comme moyen? Vous avez 4 heures. 1 minute 30. Vous avez 4 heures, tout va bien. Non, c'est évidemment régler d'urgence un certain nombre de problèmes. Le plafond social ou le plancher, je ne sais pas comment on le met, mais en tout cas, il est absolument déterminant dans l'habitabilité. Je pense qu'on a une boîte à outils, et vraiment, j'en remercie les parlementaires et le gouvernement sur ces dernières années, qui a profondément évolué et qui donne à la main des maires des capacités d'action s'ils veulent s'en saisir. Vous avez parlé de la loi récemment votée qui nous permet de mettre du résidentiel permanent en priorité. Moi, je la vois en bonne articulation avec une autre procédure qui nous avait été demandée il y a quelques années, qui était plus difficile à faire passer en l'état, c'était le ZAN, le zéro artificialisation nette. Faire du ZAN d'un côté quand on sait qu'on va articuler ou provoquer une inflation des prix était quelque chose de déraisonnable. Et il nous faut trouver dans la balance moi, je pense qu'on ne peut pas choisir l'environnemental contre le social. Le social, dans nos vallées alpines, elle fait partie, le social, l'habitant, pour habiter, parce que ça s'appelle l'habitant, et ben il fait partie aussi de la montagne. Et donc, il nous faut vraiment arriver à trouver cette bonne balance. Alors, j'entends tous les problèmes budgétaires qui sont ceux de l'État actuellement. Je pense qu'il faut peut-être arriver à trouver, et j'en remercie, il y a quelques jours, on avait l'accueil du ministre de la fonction publique, un peu une notion de bonus-malus sur différents sujets. Alors, ce qui peut être vrai sur le logement, ça peut aussi être vrai, me semble-t-il, sur les investissements liés à la transition. Je m'explique, on a constaté avec quelques collègues maires avec qui on travaille, ça c'est aussi une grande nouveauté, c'est que maintenant on bosse beaucoup avec des maires du littoral, avec des maires, d'autres maires de montagne. En fait, on a commencé à créer un petit groupe informel de travail avec des Basques, avec des gens du littoral, d'autres types de montagnes, et sur lequel on échange. On s'est rendu compte d'un truc qui est tout simple. J'en ai parlé à nos parlementaires, c'est que en fait, les communes qui sont le plus prélevées, c'est normal. Les communes touristiques sont considérées, c'est ou les plus riches ou les plus pauvres, selon l'indicateur que vous trouvez. Parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de recettes de fonctionnement, mais on a aussi beaucoup plus de dépenses liées à tout ce qu'on doit faire en termes de centralité touristique. Donc c'est évidemment nous, et c'est normal, qui sommes les plus taxés sur le fameux FPIC ou le fameux DILICO. Et là aussi, je le redis, pourquoi pas un petit bout de ce fonds qu'on sanctuariserait, parce que c'est les endroits, le littoral, et la montagne, sur lequel il y a le plus urgemment de dépenses on parlait tout à l'heure d'investissement sur la transition, sur les aspects de protection, risques naturels. Pourquoi pas sanctuariser une petite part de ce fonds
à destination de ceux qui veulent investir sur ces sujets-là. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'investir ou tu n'as pas envie d'être partenaire, tu continues à tout donner. Mais par contre, si tu investis sur ces sujets de transition qui sont juste essentiels pour nous, il y a un petit bout de bonus. Et je pense qu'il faut le faire en disant, si l'État a besoin de 100, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une maille en disant, tu es sur du 80-120, mais tu peux avoir un petit effet quand même incitatif pour les collectivités qui sont... Parce qu'il ne faut pas casser l'investissement sur ces sujets-là. On l'a vu sur d'autres sujets, mais Xavier évoquait les aspects rénaux énergétiques. Bon, on est tous un peu inquiets. On est sur l'atteinte des objectifs qu'on a sur Renault. Et c'est vrai que quelle sera la prochaine crise? Sera-t-elle énergétique? Sera-t-elle... On n'en sait rien, mais en tout état de cause, il nous faut poursuivre l'effort sur ces sujets-là. Et si on veut véritablement décarboner une vallée comme Chamonix 2030, c'est évidemment plus d'ENR. Et on essaye de faire ce qu'on peut sur de l'hydro, sur du solaire. Oui. Hein? Énergie renouvelable, c'est oui, ça, énergie renouvelable, oui. pardon pour l'acronyme. Donc plus d'énergie renouvelable, mais c'est aussi moins consommer et concevoir des équipements, concevoir de l'habitat de manière aussi différente. J'ai parlé beaucoup du transport ce matin, mais on a aussi un vrai enjeu sur ces aspects énergétiques. On est exportateur d'électricité parce qu'on a la manne hydroélectrique. Pour autant, les besoins en termes de chauffage ou demain, malheureusement, de froid, ils sont très importants. Et là, par contre, la balance n'est pas tout à fait équilibrée. Donc ça, c'est des sujets vraiment qui sont importants. Puis, je pense qu'il faut aussi ouvrir un petit peu des possibilités sans porter atteinte au budget de l'État à une fiscalité ou un abondement, une gratification, plutôt qu'une fiscalité, à la main des collectivités. Moi, je prends vraiment cet exemple de la Rénault. Nous, on a un parc, pour le moment, on travaille, Madame la préfète l'abordait avec le PPA, on a des aides qui sont critérisées sur résidents principaux. Pour autant, il y a un parc de résidences secondaires qui est excessivement important et il faut qu'on regarde comment la Rénault, là aussi, passe par là. Et donc, on ne peut pas tout demander à l'État. Par contre, c'est peut-être juste ouvrir, et sous le contrôle de... L'État contrôle, est garant des capacités d'intervention quand les collectivités peuvent réorienter en interne ce qu'elles peuvent faire. Thibaut, en 2030, elle ressemble à quoi votre montagne désirable? Sans parler de futur souhaitable, je sais que ce n'est pas votre truc. Merci, on m'a coupé le micro. Non, à quoi elle ressemble? C'est une très bonne question. Pour repartir sur 2-3 exemples qu'on a vus dans notre événement, certains l'ont imaginé des fois enclavés, donc avec un effondrement et des gens qui vivaient en semi-autonomie dans leur vallée, en échangeant avec d'autres vallées, etc. Donc ça peut être des imaginaires comme ça, qui ne sont pas forcément les plus désirables, mais qui sont ceux qui pourraient arriver. Et après, elle est surtout dans la participation citoyenne, et on l'a redit encore ce matin, mais je pense qu'encore une fois, il faut qu'on soit à l'écoute des citoyens. Les gens, nous, les habitants de la montagne, on est tous habitants de la montagne, je pense ici, on a besoin de participer, de donner notre avis, on a besoin de donner nos idées. On n'a pas d'argent, mais on a des idées. Du coup, on essaye un peu de partager ça et nous, on essaie de les diffuser. Nous, on est des passeurs. Ça s'appelle les passeurs parce qu'on est justement, on vient prendre les idées, on vient les passer et donner le relais. Donc, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin d'aller chercher à la base toutes ces idées-là pour pouvoir inspirer, messieurs les élus, les entreprises, pour pouvoir agir un peu plus concrètement. Donc pour moi, on est plutôt dans la collaboration. Encore une fois, c'était un des mots-clés tout à l'heure, mais c'est ça l'avenir pour nous. Emmanuel Michaud, vous aurez le mot de la fin quand on s'occupe des espaces naturels, qui est une délégation que vous a confiée l'État. Si on regarde à 2030, c'est quoi le futur de la montagne et des espaces que vous protégez? Le futur, il sera déjà de constituer des territoires pilotes. Je crois beaucoup à la transmission en la matière d'expériences pilotes et on est certainement sur un des territoires qui peut constituer un territoire pilote en la matière. En tout état de cause, il faudra aussi qu'on accepte que certains écosystèmes évoluent. Et l'adaptation, c'est aussi faire qu'on puisse accueillir de nouveaux écosystèmes. Et puis un petit point sur les moyens quand même. Moi, quand j'étais au ministère, je me suis occupé de faire évoluer la taxe espace naturel sensible, qui était essentiellement pour acheter et accueillir le public, sur l'acquisition d'espaces naturels et la gestion des espaces naturels.
Donc maintenant, c'est la taxe d'aménagement. Je dirais sur notre département, elle est quand même pas négligeable, elle est de l'ordre de 20 millions d'euros. Je veux dire, il y a des moyens potentiels en la matière pour la flécher aussi véritablement sur cet aspect qui est gestion des espaces naturels. On a l'opportunité des crédits d'entreprise, des crédits carbone. Là aussi, je veux dire, les espaces naturels, les sols, c'est des moyens de stocker le carbone. Voilà, donc n'hésitons pas en la matière. Et puis, je pense que de plus en plus, les fléchages de crédits publics devront prendre en compte cet aspect-là. Voilà. Réussir pour moi la transition écologique, en toutes les cas de cause, ce sera placer aussi véritablement les écosystèmes au cœur de la fonctionnalité de nos territoires. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos éclairages.